Alors, bonjour à tous, bonsoir. Apparemment, ça fonctionne très bien aujourd'hui. J'ai de la chance pour ceux qui m'ont suivi la semaine dernière, la semaine dernière, oui, où c'était dimanche dernier, où c'était vraiment une catastrophe. Et là, je croise les doigts, mon ordinateur a l'air de fonctionner à peu près bien. Donc, je croise les doigts euh, en espérant que ça va continuer. Donc, il est 18 h. Bonjour à ceux qui se connectent, je ne sais pas. Pour l'instant, je vois qu'on est en direct, mais alors je parle peut-être dans le vide, j'en sais rien. C'est toujours ennuyeux quand on ne voit personne, quand il n'y a aucun message qui s'affiche comme quoi que quelqu'un est en ligne. Mais bon, à la limite, après c'est un petit, comment dirais-je, c'est un petit exercice un peu solitaire, toute proportion gardée, sachant qu'après avec le différé, de toute façon, on peut me revoir. Ah, il y a une personne. Merci, merci, bonjour, bonjour, bonsoir, il y a une personne. Ça, c'est bien. Je pense qu'après, au fil de l'eau, il y en a d'autres qui se connectent et les connexions ne sont pas toujours très bonnes. Par contre, les retours que j'ai eus, c'est que le différé, après, il suffit d'aller sur ma page pour ceux qui veulent prendre le temps, je dirais, de m'écouter. Et le différé, apparemment, fonctionne très bien. Et celui de la semaine dernière, il y avait 48 minutes, je crois, à la fin, bon, ça a coupé. La connexion a fini par couper, mais il y avait 48 minutes. Donc c'est plutôt une bonne chose, hein. Voilà, voilà. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit la semaine dernière, hein. Je vais continuer mon petit laïus sur l'exercice que j'avais prévu de faire dès le début. Dès le début, sauf que mine de rien, c'est déjà la quatrième vidéo. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein. C'est-à-dire une modeste présentation de quelques livres qui, encore une fois, sont comme je l'ai dit la semaine dernière, qui sont dans ma bibliothèque napoléonienne. Ça m'inquiète un petit peu parce que je vois personne de connecté. Donc, ouais, il y a une personne. Alors peut-être que quelqu'un va peut-être se manifester, écrire La semaine dernière, j'ai eu des petits messages, c'était gentil, parce qu'on peut écrire des petits messages en direct, là, en live. Donc, éventuellement, c'est sympa. Sinon, voilà quoi. En même temps, je ne suis pas tout à fait forcément sur le bon navigateur, hein, sur Chrome. Donc, bon, la webcam fonctionne bien, mais après, la connexion n'est peut-être pas bonne chez tout le monde. Ah, je vois qu'il y a trois personnes connectées. Alors, bonsoir. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent, hein, c'est gentil. Hein, voilà. Je me doute un petit peu de certaines personnes. Donc je disais juste à l'instant que ça fonctionne bien, je croise les doigts, apparemment mon ordinateur fonctionne. Donc j'espère que vous m'entendez. Voilà, sinon après il y a le différé et apparemment, d'après ce que certains m'ont dit, le différé on peut le voir, hein. Et la semaine dernière ça a duré bon an, mal an, 45 minutes malgré les soucis que j'avais. Là apparemment je n'en ai pas trop, donc c'est très bien. Donc c'est déjà la quatrième vidéo. Bon, la première ne durait que 5 minutes, mais bon, on va pas revenir là-dessus. J'avais prévu de présenter des livres sur Napoléon. Et chemin faisant, j'en suis déjà à la quatrième vidéo. Donc, parce qu'au début, ça n'a pas vraiment été possible. Et puis c'est vrai que bon, je me suis laissé un petit peu embarquer dans d'autres sujets un petit peu annexes. Voilà, voilà. Oui, les connexions sont peut-être pas bonnes. Il y avait trois personnes, il n'y en a plus qu'une. Bon, tant pis, on va faire avec. La semaine dernière, j'avais présenté quelques livres et je vais essayer de finir brièvement. Je vais essayer de revenir sur quelques points de la semaine dernière. Comment dirais-je, en ce qui concerne, d'abord, la semaine dernière, j'ai parlé du blocus continental. Comme vous le savez, du blocus continental qui avait été instauré par Napoléon sous l'Empire, donc sous le Premier Empire, euh, du blocus continental. Alors j'ai une chatte qui vient me voir. Viens, viens ma mère. Agathe, Agathe, bah, t'es belle, viens. Agathe, viens. Allez, viens ma petite fille, viens. Et j'avais parlé du. Agathe, viens. Hein, ma petite mère. Allez, viens. Allez, viens dire bonjour à l'écran. Attends. Oh, des bruits. Viens dire bonjour. Ben oui. Mais n'aie pas peur. Agathe, Agathe, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Tiens, montre-toi comme tu es belle. Bah oui, je sais. Ah, Agathe. Alors, c'est la chatte de ma tante que j'ai, voilà, que j'ai récupérée. Elle est là.
Voilà. Et le blocus continental, pardon, elle veut une paire de genoux, mais là, c'est pas tout à fait possible. Et en réponse au blocus maritime qui avait été instauré par les Anglais. Et après, ça m'est revenu, voilà, j'ai repensé à ça parce qu'à un moment donné, j'ai parlé du sucre. Comme j'avais dit, le blocus continental, le sucre de canne ne pouvait plus arriver en France. Alors bon, ce à quoi j'ai pensé, c'est un petit peu secondaire, mais quoique, c'est lié, le contexte n'est pas le même, mais quand même. Vous savez qu'il y a peu de temps, donc comment dirais-je, l'acteur Michel Piccoli est décédé, Michel Piccoli, et il se trouve que Michel Piccoli a tourné, a joué dans un film qui s'appelle Le Sucre. Que vous connaissez, moi je l'ai vu à la télévision il y a bien longtemps, c'est un film qui date des années 70, dans lequel d'ailleurs Michel Piccoli, donc disparu récemment, n'est pas l'acteur principal, puisque c'est essentiellement Gérard Depardieu et Jean Carmet. Et le film parle, en fait, c'est ce qu'on appelle de nos jours sur les réseaux sociaux une fake news, pour parler anglais et franglais, une fake news, c'est-à-dire une fausse information, c'est une intox. Depardieu, qui est un escroc, fait croire qu'il n'y a plus de sucre. En fait, il n'y a plus de sucre, il y a une pénurie de sucre. D'accord. Donc c'est la ruée sur le sucre. Et du coup, il n'y a plus de sucre. Et du coup, certains, naturellement, en profitent pour spéculer sur sur les cours mondiaux du sucre. Évidemment, pour rafler la mise après, parce que ça très bien que, naturellement, c'est bien tox. Donc voilà. Et Michel Piccoli, dans le film, fait justement un escroc notoire qui spécule sur les cours du sucre. Voilà, donc fameux film Le Sucre, qui d'ailleurs a été rediffusé, je crois, sur une chaîne. Il me semble que c'est sur Arte, à l'occasion du décès de. Exactement, je vois que. Ah, alors Jean-Michel Sagne, bonsoir, c'est gentil de vous connecter. Le sucre, voilà. Alors, moi, j'ai pas. Honnêtement, je révise pas tout. Et le sucre, le sucre 1978. Voilà, d'accord, très bien. Mais j'ai vu le film, moi, il y a une vingtaine d'années à la télévision. Le sucre, très bien. Et alors, toute proportion gardée, cette affaire de sucre montrait effectivement, comment dirais-je, une denrée qui est vraiment essentielle dans la vie de tous les jours. On l'a vu à l'occasion du confinement, on ne va pas parler de ça, mais comme on sait, dans le confinement en France et sans doute ailleurs, les premiers jours du confinement chez nous pour les Français à la mi-mars, il y a eu des ruées dans les grands magasins, notamment sur le sucre. Le sucre, la farine, ça fait toujours partie des produits de première nécessité que les gens, en cas de guerre, en cas de pénurie, etc., veulent avoir chez eux. Donc voilà, je fais le petit parallèle, Michel Piccoli à propos du film Le Sucre. Parallèle évidemment, le contexte est totalement différent, parce que le film Le Sucre, évidemment, avec Piccoli, ne se passe pas du tout dans un contexte de guerre. C'est une guerre économique, on va dire une crise économique, ce qui n'a rien à voir avec le blocus continental de Napoléon, où effectivement, difficulté d'approvisionnement en sucre de canne, qui là se passait dans un contexte de guerre, puisque nous étions en guerre, comme j'en ai parlé un peu brièvement la semaine dernière, avec les Anglais. Voilà. Voilà pourquoi je voulais parler du film du sucre avec Piccoli. Alors Piccoli, c'est pratique parce que Piccoli me fait revenir à. Je vais voir si Jean-Michel Sagne suit, hein, parce qu'on ne peut pas tout savoir, et c'est bien naturel et tout, et moi non plus d'ailleurs, je l'ai dit, hein, je ne suis pas historien. Euh, Piccoli a joué dans un film dans les début des années 80, un film qui s'appelle Adieu Bonaparte. Film coproduction, film dont le metteur en scène était un Égyptien, aujourd'hui décédé, Youssef Chahine. C'est un film qui traite de la campagne d'Égypte, c'est-à-dire l'arrivée de Bonaparte et de l'armée française en 1798 en Égypte. Voilà. Et d'ailleurs, le rôle de Bonaparte était interprété par Patrice Chéreau, qui est un acteur qui est également disparu lui aussi. Et dans ce film, Michel Piccoli joue aussi dans le film. Il interprète un officier puisqu'il interprète le rôle du général Caffarelli. Et Caffarelli était un général de la Révolution, etc. Et lui avait, le pauvre, une particularité. J'ai la chatte qui... mais bon, mais je peux pas... Viens le maire, Agathe. Viens dire bonjour. Non, tu veux pas. C'est pas grave. Et Caffarelli était, malheureusement, il avait perdu une jambe probablement lors d'une bataille précédente, il était unijambiste. Ce qui ne l'empêchait pas de monter à cheval, en tout cas, on voit Piccoli à cheval
interprétant le rôle de Caffarelli dans le film à l'époque. Et Caffarelli, alors bon là c'est le film, évidemment le scénario peut toujours, comme tout film, on sait très bien, historique au cinéma, bah, le scénario s'affranchit un petit peu, je dirais, s'affranchit un petit peu de la réalité. Mais par contre la réalité historique, c'est vrai, c'est que Caffarelli, lui, est mort là-bas. Il va rester là-bas en Orient, puisque comme on le sait, après la campagne d'Égypte elle se venge sur les pieds de la chaise. Bah oui, je sais. Bah, alors tu te venges sur les pieds de la chaise, c'est pas bien. Après la campagne d'Égypte, il y aura la campagne de Syrie. Napoléon ira, comme on sait, ça se finira mal, très mal d'ailleurs, puisqu'il y aura le siège il y aura les pestiférés de Jaffa, le choléra, tout ce qu'on veut, et il y aura le siège de Saint-Jean d'Acre, siège que Napoléon sera obligé de lever, puisqu'il ne pourra pas prendre la ville. Bon, voilà, l'armée française va refluer en Égypte jusqu'au Caire. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais Caffarelli, lui, est mort là-bas, mort à cette occasion. Et la tombe du général Caffarelli, pour ceux qui connaissent ou pour ceux qui iront, pourquoi pas en vacances hein, ou autre, la tombe de Caffarelli se trouve là-bas à Saint-Jean-d'Acre. Et c'est une tombe, il suffit de regarder sur Internet, c'est facile, hein, maintenant avec Google on sait tout. Hein. La tombe est très bien entretenue par les autorités françaises, il y a une plaque commémorative voilà pour Caffarelli. Il y a même une statue de Napoléon, ce que j'ignorais, ce que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, il y a une statue de Napoléon, Napoléon à cheval, comme quoi qu'ils ne sont pas forcément très rancuniers, mais maintenant Saint-Jean d'Acre c'est Israël, hein. C'est Israël, c'est dans la banlieue, si je ne m'abuse, de la ville de la ville pardon d'Haïfa. Bon, ouais. Enfin, il y a une statue c'est un peu étonnant, il y a une statue il y a une statue de Napoléon à cheval, un peu curieux, mais c'est comme ça. Bon, après tout. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais simplement revenir sur le sucre la semaine dernière. Et ça, c'était à propos du bouquin que j'ai présenté pour ceux qui m'ont écouté la semaine dernière, à propos du bouquin de Jean Tullard, que je donne, puisque je l'ai en double, qui s'appelle Napoléon, chef de guerre. Voilà, tout simplement. Et il y a un chapitre consacré à la guerre économique. C'est pour ça que j'avais parlé, pour ceux qui ne m'ont pas écouté, la semaine dernière, c'est pas grave, je leur en veux pas. C'est pour ça que j'ai parlé un petit peu brièvement comment dirais-je, du blocus continental. Voilà, tout simplement. Deuxième point, par contre, qui n'est pas inintéressant aussi, la semaine dernière, j'ai présenté un deuxième livre, c'était celui de Jean d'Ormesson, pour ceux qui m'ont suivi, qui s'appelle La Conversation. C'est un dialogue imaginaire entre Napoléon et Cambacérès. Je ne reviens pas là-dessus. Par contre, à cette occasion, j'ai cité une citation, excusez-moi de me répéter, j'ai cité une citation de Napoléon lorsque Napoléon se moque un petit peu de l'homosexualité de Cambacérès. Je ne reviens pas là-dessus. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut faire attention. On prête beaucoup de citations à Napoléon qui ne sont pas forcément vraies. Il y a des, comment dirais-je, il y a des citations, il faut bien le dire, Napoléon a beaucoup parlé, il n'y avait pas évidemment, il n'y avait pas la télé, hein, mais bon, je veux dire, il a beaucoup parlé, il a beaucoup écrit, beaucoup fait écrire, puisque quand il est devenu empereur, on sait très bien qu'il avait évidemment, il dictait les lettres, hein, il avait des secrétaires, et lui-même écrivait très mal et parlait, il faut bien le dire, relativement mal, comme chacun le sait, le français. Sa langue maternelle, c'était quand même essentiellement l'italien. Et on prête des citations à Napoléon, certaines qui sont, je dirais, totalement apocryphes. C'est un peu comme les évangiles. Il y a des évangiles apocryphes. Ça veut dire que c'est apocryphe, ça n'existe pas. Ça a été écrit après coup. Vous avez des romanciers, des écrivains, j'ose espérer pas vraiment des historiens, mais des gens qui ont brodé un petit peu. Tout ça fait partie de la légende napoléonienne. Et on prête certains propos à Napoléon qu'en fait il n'a jamais véritablement prononcé. Donc je voulais simplement redire ça pour faire attention, pas prendre systématiquement, je dirais pour argent comptant, toutes les citations qu'on prête à Napoléon. Il suffit d'aller sur Internet, vous verrez, c'est assez étonnant. Vous tapez citation Napoléon, il y a même des sites qui sont dédiés à ça, des blogs, je ne sais quoi, des pages, où on vous sort une quantité industrielle de citations de Napoléon. Par exemple, à propos des femmes, en amour, il y a celle-là, en amour, la seule solution, c'est la fuite. Sincèrement, Napoléon a été marié 2 fois, on lui connaît un certain nombre pas mal de maîtresses, pour
pourquoi la fuite, franchement, c'est pas forcément très cohérent, je dirais. Voilà, donc il faut faire attention aux citations, et vous savez que sur Facebook, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui traînent comme ça, qui sont déformées, on va pas parler de politique, etc. Mais il y a une citation de Napoléon qui sort, je dirais, fréquemment sur les réseaux sociaux, moi je la vois assez souvent sur Facebook, c'est à propos de la finance. Alors évidemment, la finance, on va faire un peu, ne parlons pas politique, on va faire un peu le parallèle avec Emmanuel Macron, etc. Vous voyez, il y a une citation qui fait florès sur les réseaux sociaux, que l'on prête encore une fois à Napoléon. Et Napoléon dit en gros, les financiers, vous voyez, il y a une allusion évidemment à la banque Rothschild, etc. Les financiers n'ont pas de patrie. Les financiers n'ont pas de patrie. Leur seule patrie, c'est l'argent. Voilà, leur seule patrie, c'est l'argent. Ça, les historiens sérieux ont cherché, etc., compulsé que c'est une citation qu'on ne trouve en réalité nulle part. Napoléon ne l'a pas prononcé, ou en tout cas il ne l'a pas prononcé, je dirais in extenso. La formule a été, peut-être il l'a dit un peu comme ça, mais dit de façon différente. Donc c'est repris, tout ça, ça tourne en boucle, et ça alimente effectivement, ça peut alimenter certains réseaux sociaux, etc., dans un sens comme dans l'autre, d'un point de vue, je dirais, un petit peu beaucoup partisan. Donc attention aux citations de Napoléon. Attention, c'était ce que je voulais dire. Et par contre, il y a une citation, pour ceux qui savent, les napoléoniens connaissent, s'il y en a, je ne sais pas, parce que je vois qu'il y a 2 personnes, c'est bien. Mais bon, j'ai des amis napoléoniens, encore une fois, entre guillemets, qui ont regardé en différé ma vidéo de la semaine dernière. Alors notamment une personne qui, je ne peux pas dire son nom bien sûr, mais elle se reconnaîtra, elle se prénomme Lisiane, elle est belge francophone en Wallonie, sauf erreur, hein, pas très loin de Bruxelles peut-être, et c'est une fervente aussi, elle s'intéresse beaucoup à l'histoire napoléonienne. C'est étonnant de voir à l'étranger, et notamment en Belgique, comment les gens s'intéressent à Napoléon. Et ça, on ne le sait pas forcément, nous, en France, parce que nous, on est franco-français. On ne regarde pas trop ce qui se passe à l'extérieur, sauf pour dénigrer éventuellement les pays étrangers, parce qu'on a tendance à être un petit peu comme ça, les Français, on est les meilleurs, hein, voilà, ça c'est typiquement français peut-être. Hein. Et ce qu'on ne sait pas, ou ce qu'on oublie, etc., c'est que la Belgique, à un moment donné, la Belgique, c'était pendant la Révolution, et a fortiori sous l'Empire, c'était des départements français. La France a compté jusqu'à 134 départements, c'est-à-dire la Belgique, la Hollande, enfin les Pays-Bas, ce qu'on appelait les Provinces-Unies, à l'époque, la région d'Anvers, etc., une partie du nord de l'Italie, il y avait même 2 ou 3 départements, si je ne m'abuse, en Espagne. Bon, en Espagne, ça n'a pas très très bien fonctionné, mais sur le papier, c'était des départements français. Donc il y a des Belges qui s'intéressent à Napoléon, à l'histoire napoléonienne de l'Empire, et je dirais que c'est très bien. Je regarde la pendule, 18 minutes, et ça tourne, ça marche toujours très bien. Voilà. Et donc les Napoléoniens connaissent ça. Il y a une citation très célèbre, si ce n'est la plus célèbre de Napoléon, qui est « Quel roman que ma vie !» Point d'exclamation. Quel roman que ma vie. C'est une citation que Napoléon a prononcée lors de son exil, comme vous le savez, en 1815 à Sainte-Hélène. Napoléon, c'est la dernière partie de sa vie, il se trouve à Sainte-Hélène, où il mourra donc en 1821. Et à un moment donné, il fait en quelque sorte, il fait le bilan de sa vie politique. Il regarde un peu dans le rétroviseur son passé, ce qu'il a fait. Voilà. Bon, on sait qu'il a beaucoup, mais je ne vais pas parler de ça. Il a beaucoup ressassé Waterloo, il n'a jamais véritablement compris pourquoi il avait perdu la bataille de Waterloo. Mais bon, c'est comme ça. Et quand il s'aperçoit finalement, il regarde un peu dans le passé sur lui-même, sur ce qu'il a fait, le fait d'avoir été empereur, etc. Il s'exclame à un moment donné, quel roman que ma vie. Oui, quel roman que ma vie. Alors c'est une citation qu'on voit partout, qui a été reprise par beaucoup d'historiens et qui est même écrite noir sur blanc dans ce qu'on appelle, les Napoléoniens connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas, je me tiens à leur disposition, s'ils veulent. Il suffit de m'envoyer un petit message. Voilà, sinon vous allez sur Internet, c'est ce que je disais la semaine dernière. Hein. Google, c'est génial. La culture générale, vous savez ce qu'on dit, hein, c'est la culture, c'est un peu comme la confiture. Hein, moins on en a, plus on en étale. Mais bon, voilà, c'est un peu ça. Hein. Il suffit d'aller sur Google ou autre et on peut quand même apprendre un minimum de choses. Et moi, encore une fois, je n'ai pas la prétention loin de là, de tout savoir. Hein. Voilà, voilà.
Euh, donc, à l'occasion de la période de Sainte-Hélène, il y a eu ce qu'on appelle le mémorial de Sainte-Hélène, écrit par Lascaz, mais je n'en parle pas. Dans le mémorial de Sainte-Hélène, on lit la formule Napoléon dit quel roman que ma vie. Ouais, voilà, très bien, ça a été repris par les historiens, j'en ai un là sous le coude, d'ailleurs c'est marqué dedans. Sauf que cette formule, c'est très bien, parfait, parfait, merci beaucoup, hein, j'ai quelqu'un qui poste, hein, c'est très bien, voilà, voilà, les départements français, ce qu'on a appelé encore une fois, moi je ne suis pas historien, hein, je ne suis pas là pour vous faire un cours, hein, attention. Napoléon.org, c'est parfait, très bien, le Grand Empire, tous les départements, là, il y en a eu, sauf erreur de ma part, je peux me tromper encore une fois, jusqu'à 134. Un peu plus, un peu moins, parce que ça, au gré des batailles aussi, ça a plus. Il y a des départements qui ont disparu, d'autres qui ont été créés entre-temps, ce qui fait que le chiffre a évolué pendant toute la période de l'Empire. Quel roman que ma vie figure dans le mémorial de Sainte-Hélène de Lascaux. Oui, mais sauf que le mémorial de Sainte-Hélène, le manuscrit original, c'est une copie, attention, on ne va pas parler de ça. Et il est quand même vrai, on va dire. L'original du manuscrit du mémorial de Sainte-Hélène que les Anglais avaient confisqué à Lascaux a été retrouvé il y a peu de temps en Angleterre, je crois que c'était à la British Library, voilà. C'est très bien. Dans cet original, la formule, la phrase, l'expression quel roman que ma vie n'y figure pas. Donc il y a tout lieu de penser que Napoléon ne l'a probablement jamais prononcé. C'est tout simplement, c'est une, comment dirais-je, c'est une invention de Lascaux. Lascaux, il a écrit son bouquin, il a été publié, comme on le sait, seulement en 1823 parce que les Anglais lui avaient piqué son manuscrit. Quand il a pu le récupérer, il a écrit son bouquin, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il avait des qualités, c'était pas son boulot, hein. Viens sur mes genoux, viens ma fifi, allez viens. Non, elle veut pas venir, c'est pas grave. C'était pas son boulot, hein. Il avait été conseiller d'État, il avait commencé sa carrière dans la marine, mais il avait écrit un livre très important. Il avait écrit comment ça s'appelle, un bouquin de géographie, de cartes géographie. Et on sait qu'à l'époque, pour les bateaux, les cartes étaient les cartes marines, les cartes maritimes étaient très importantes. Et Lascaux avait écrit un bouquin comme ça, qui avait été publié en anglais, traduit en français. D'ailleurs, quand Napoléon part à Sainte-Hélène, il a ce bouquin avec lui. Les Anglais connaissaient, puisque Lascaux a vécu pas mal d'années comment dirais-je, en Angleterre. Il était parfaitement bilingue. D'ailleurs, on le sait qu'une fois à Sainte-Hélène, il donnera lui-même des cours d'anglais. Bon, Napoléon se lassera assez vite de l'anglais. Il avait probablement pas la patience. C'était pas son truc. Il était en exil. Il avait autre chose à faire que de prendre des cours d'anglais. Mais bon, il en a pris un petit peu. Voilà, on a des documents d'archives d'ailleurs là-dessus. Et donc, dans l'original, l'expression quel roman que ma vie n'existe pas. Donc c'est très probablement une invention de Lascaux un peu facétieux qui a rajouté ça. Il a délayé un peu son truc. Et puis pour vendre son bouquin, mais en même temps, on sait que le mémorial est très très important puisque c'est ce livre qui a fait, je dirais, décoller au XIXe siècle la légende napoléonienne. Très bien, je vois qu'il y a toujours deux personnes, je ne sais pas, c'est gentil, et puis il y a des personnes peut-être qui sont connectées, mais que moi je ne vois pas, qui ne s'affichent pas, je ne sais pas, et puis d'autres comment dirais-je, qui regardent après en différé, parce que bon, on est samedi 18h, mais chacun a sa vie, c'est bien, c'est bien. Donc je voulais parler des citations de Napoléon pour dire, attention, et je voulais parler de Piccoli à propos du sucre. Je referme la parenthèse. Et dernier point, alors c'est pas du tout important, c'était juste pour vous dire que les gens qui me connaissent un petit peu savent que je souffre d'une hernie discale. Euh, voilà, c'est avec le confinement, bah, malheureusement c'est comme ça. Je vais pas tarder à y aller, heureusement me faire soigner, enfin, voilà. Et donc ne vous étonnez pas si vous voyez me tortiller sur ma chaise à faire des mouvements comme ça. Mais dans tous les coins, c'est parce que j'ai mal dans le dos. Voilà. C'est pas parce que j'ai pris des substances hallucinogènes ou quoi que ce soit. Je n'ai qu'une bouteille d'eau avec moi. Et il n'y a que de l'eau là-dedans, je jure. Voilà. Donc, voilà. Je voulais terminer les livres que je donne. Hein, j'avais dit que je donnais des livres. J'ai des livres en double. Je donne celui-ci. Alors, bon, voilà, c'est ce que je disais la semaine dernière. Moi, j'ai mon petit PC qui fonctionne là. Qui s'appelle Napoléon à Sainte-Hélène. C'est un livre que j'ai en double.
Et c'est un livre qui n'est pas récent, qui date de 1957, celui-ci. Il a peut-être été réédité, mais c'est pas certain, et ça devient sincèrement assez difficile de le trouver, hein, de les trouver. Et ce livre a été écrit par Paul Gagnère, qui était un médecin. Donc on dit souvent, on trouve le docteur Paul Gagnère. Voilà, sauf que dans sa profession, une fois à la retraite, bon, évidemment, vous imaginez bien que 57, c'est un homme qui est décédé, hein, voilà. Il s'est mis à l'histoire, et il est allé à Sainte-Hélène, et il a écrit une biographie de la période, de la dernière période, on va dire, de la vie de Napoléon, qui a duré 6 ans, comme vous le savez. On en a parlé au moment du confinement. Nous, on a été confinés combien de mois, hein. Lui, il a été confiné 6 ans. Bon, évidemment, c'est pas du tout la même situation, mais quand même. Voilà, voilà. Et donc, il a écrit cette biographie de Sainte-Hélène, qui vraiment que je recommande, qui est très, comment dirais-je, qui est très complète. On voit rien, très, voilà, très documenté, très fouillé. Donc, celui-là, je le donne, et il est sympa. Il y a encore la jaquette papier, hein, il est en parfaite. Voilà. Pourquoi je le donne? Pourquoi je le donne? Parce que je l'ai en. Non, c'est-à-dire, je l'ai en double, mais en fait, c'est une série de 3. Paul Gagnère a écrit, donc, Napoléon à Sainte-Hélène, tout simplement, ça s'appelle. Il en a fait 3 tomes. Ça devient pas facile de trouver les 3 tomes. Moi, j'ai reconstitué les 3 tomes. J'en avais un, j'ai trouvé les 2 autres, machin. Et puis, du coup, je me suis retrouvé avec le 1 en double. Voilà. Donc, c'est pour ça, il faut savoir que, éventuellement, si une personne est intéressée, il n'y a que le tome 1. Mais le tome 1 peut très bien se lire indépendamment, à la limite des 2 autres. C'est la première partie où Napoléon part en exil à Sainte-Hélène, où va arriver, comme on le sait, le gouverneur Hudson-Lowe. Hudson-Lowe, fort connu, le méchant, hein, dans le rôle du méchant, on va dire un peu, voilà. Mais ça peut très bien se lire sans. Et évidemment, on reste un peu sur sa fin, puisqu'il y a 2 tomes après. Mais bon, à la limite, pour quelqu'un qui peut manquer, qui n'a pas le tome 1, ça peut être intéressant. Donc, Paul Gagnère, vraiment, c'était un fervent napoléonien, membre d'associations historiques comme moi, hein, sans doute, le souvenir napoléonien, puisque c'est l'association, bon, on va pas parler, hein, mais là, c'est le souvenir napoléonien, c'est l'association historique napoléonienne la plus ancienne, parce que l'association a été fondée en 1937, donc ça date déjà pas d'hier, et c'est la plus importante, je dirais, en termes d'adhérents. On doit être 5000 environ, et pas qu'en France, le souvenir napoléonien a des ramifications, notamment en Belgique, en Italie, un peu partout. Donc très bien. Donc Paul Gagnère, ça c'est vraiment une excellente lecture pour ceux qui veulent s'intéresser à autre chose, je dirais, dans la vie, dans la carrière de Napoléon, que ce qu'on entend toujours, ce qu'on voit à la télé, c'est-à-dire les batailles, Waterloo, Joséphine, Marie-Louise. Bon, voilà, bon, d'accord, c'est bien, mais la période de Sainte-Hélène, la fin de sa vie, n'en est pas moins, je dirais, moins intéressante. Évidemment, elle est moins. Il est en exil, il est plus empereur, il a abdiqué, il est parti, il est déchu. Donc elle est c'est une période plus calme, mais en même temps, c'est une période où Napoléon, je dirais, se dépouille en quelque sorte, se défait en quelque sorte de ses oripeaux, on va dire un petit peu du pouvoir, et se révèle un petit peu, presque à nu, tel qu'il est. Et il se confie, on sait qu'il se confie beaucoup à Lascaz, qui à cette occasion écrira le mémorial de Sainte-Hélène. On sait que nous sommes en 1815, mais Lascaz sera dans des conditions un petit peu obscures, expulsé de l'île en 1816. Donc Napoléon en sera fort dépité, parce que Lascaz était quelqu'un de très cultivé, et Napoléon discutait beaucoup avec lui. Les autres interlocuteurs qu'il avait, c'était des militaires. Bon, Bertrand, Gourgaud-Montelon, c'était des généraux. Bon, ils étaient loin d'être bêtes, bien sûr, mais ils n'avaient pas forcément les discussions que pouvait avoir un civil comme Lascaz, et donc des discussions que Napoléon pouvait avoir avec lui sur toutes sortes de sujets. Et on sait que Napoléon était quelqu'un qui lisait beaucoup, qui était pétri de, comment dirais-je, de culture antique, hein, gréco-romaine, etc. Et le départ de Lascaz l'a beaucoup contrarié. Et donc Lascaz, de retour après, pourra écrire son mémorial de Sainte-Hélène, qui est une apologie, on peut dire, de Napoléon. Voilà, évidemment, Napoléon est dans le mémorial est présenté sous ses meilleurs jours. Il est
à Sainte-Hélène, il est présenté évidemment en martyr, naturellement, des méchants anglais. Ce qu'on pourrait dire, ce qui correspond peut-être pas tout à fait à la réalité, mais c'est ainsi. Donc, Gagnère, très très bien. Et le dernier livre que je voulais présenter, 30 minutes, ça passe vite. Je parle. Le dernier livre que je donne, que je voulais présenter, qui intéresse peut-être aussi, c'est celui-ci. Ça s'appelle Chronique de Sainte-Hélène, Atlantique Sud. Voilà, on ne voit rien. Chronique de Sainte-Hélène, Atlantique Sud. Voilà. Toujours sur la période de Sainte-Hélène. Bon, c'est un livre plus récent qui a été écrit dans les années 2000 et dont l'auteur s'appelle, alors les napoléoniens, encore une fois, connaissent, d'autres qui ne sont pas napoléoniens connaissent peut-être parce que c'est un monsieur assez médiatisé, qu'on a vu dans certaines émissions historiques dont on ne va pas parler, grand public, dont on ne va pas parler aujourd'hui, qui s'appelle Michel d'Antoine Martineau. Pour la petite histoire, c'est un Michel d'Antoine Martineau, porte un nom composé, il n'y a aucun mystère là-dedans, c'est parce que Michel d'Antoine Martineau s'appelait à l'origine Michel d'Antoine, et il se trouve qu'il a été adopté par un monsieur qui est décédé maintenant, qui s'appelait Gilbert Martineau. Et donc l'état civil fait que, devenant son fils adoptif, en quelque sorte, Michel d'Antoine a accolé les deux noms et porte pour l'état civil le nom de Michel d'Antoine Martineau. Pourquoi je dis ça, c'est tout, ça ne présente pas vraiment un grand intérêt. Il faut savoir que Gilbert Martineau était officier de marine. Il a écrit un certain nombre d'ouvrages, j'en ai quelques-uns. Il était officier de marine, et non seulement officier de marine, mais ensuite il a été consul de France à Sainte-Hélène. Bon, je ne parle pas de Sainte-Hélène, je reviendrai peut-être en parler. Sainte-Hélène Petite Île, pour ceux qui connaissent la formule, mais je ne vais pas déraper là-dessus. Sainte-Hélène Petite Île, on en parlera peut-être. Voilà, si certaines personnes sont intéressées. Et Gilbert Martineau, officier de marine, a été ensuite consul de France à Sainte-Hélène. Sainte-Hélène, c'est petit, en superficie, je n'ai pas de chiffres. Moi, je ne suis pas un homme de chiffres, je ne vais pas vous en donner. C'est facile à trouver sur Internet. De nos jours, c'est une population, il n'y a même pas 10 000 habitants. Sainte-Hélène, c'est à 3 000 km de la France, en plein Atlantique, au large des côtes de l'Atlantique. C'est pour ça que le livre s'appelle Atlantique Sud. C'est presque le bout du monde. Bon, désormais, ils sont quand même désenclavés, puisque maintenant, depuis 2 ans à peu près environ, il y a un avion. Avant, il y a un petit avion, il y a une piste. Alors, évidemment, ce n'est pas des gros porteurs. On ne va pas directement à Sainte-Hélène. Il faut d'abord faire un vol pour le Cap, notamment en Afrique du Sud. Et après, vous avez des petits coucous, enfin pas des petits coucous, j'exagère, mais enfin des plus petits avions qui sont eux en mesure de se poser à Sainte-Hélène. Avant, c'était le bateau. Il y avait un bateau, le bateau mettait au minimum, à partir du Cap, il mettait au minimum 4 jours de traversée. Donc imaginez bien que quand vous vouliez aller vous rendre à Sainte-Hélène, si vous vouliez, pour que ça vaille le coup, rester environ une semaine sur l'île, il fallait en compter 2 autres, l'aller et le retour, c'est-à-dire en gros pour y aller, pour revenir, c'est-à-dire en gros 3 semaines. Bon, et puis en plus, c'est aussi un budget. Donc l'avion a raccourci bien évidemment la distance, et il a raccourci, ça va soi, aussi le budget, le coût. Je crois que le billet d'avion est aux alentours de 3 000 euros pour aller au Cap. Bon, après, il y a effectivement le trajet pour aller à Sainte-Hélène, mais bon, c'est quand même... et puis pour les habitants de l'île, c'est un désenclavement formidable pour eux. Voilà. Et donc Gilbert Martineau était consul de France, très bien, il est décédé, et Gilbert et Michel d'Antoine Martineau a pris sa succession. Il n'a pas fait que d'être son fils adoptif, c'est comme ça. Il ne l'a pas fait du tout, à mon avis, par intérêt, il l'a fait par passion. C'est quelqu'un qui a débarqué un jour comme ça, je crois qu'il est de la région de Lille. Il a débarqué un beau jour, un peu par hasard, à Sainte-Hélène, et il s'est pris vraiment d'intérêt, d'amour pour l'île, et pour Napoléon, etc. Et tout simplement, il est resté et il en a fait son métier. Voilà, et ça fait quasiment, pour lui aussi, c'est un homme qui est un petit peu plus jeune que moi, il doit être de 65, ça fait quasiment une trentaine d'années qu'il est là-bas. Et Michel d'Antoine Martineau est consul honoraire de France à Sainte-Hélène. Il y a un consulat,
petit, petit. C'est pour ça qu'on dit que c'est un consulat honoraire. Le consul principal est au Cap en Afrique du Sud. Et il y a un consulat honoraire à Sainte-Hélène, parce que par moment, les touristes français, etc., il y a des activités consulaires pour les visas, etc., pour la petite communauté française. Et on sait qu'il y a des touristes, il y a des visiteurs un petit peu quand même. Et donc il y a un consulat honoraire. Pourquoi on appelle ça honoraire? D'abord parce qu'il est plus petit, voilà, je dirais, et ensuite parce que le consul honoraire, en l'occurrence Martineau, dépend d'un consul, c'est son supérieur hiérarchique, on va dire. Et le consul honoraire, généralement, c'est quelqu'un généralement qui ne sort pas, je dirais, du sérail. C'est pas quelqu'un qui a fait des études en vue d'embrasser, en quelque sorte, la carrière diplomatique, ce qui n'est peut-être pas le cas de Michel Martineau. Ce qui ne retire absolument en rien ses compétences, mais ce n'est pas quelqu'un qui a fait le cursus pour être diplomate au ministère des Affaires étrangères et puis qui un beau jour se retrouve consul de France ou ambassadeur. Donc le poste de consul honoraire peut être, c'est fréquent, même des ambassadeurs, peut être occupé par quelqu'un d'autre. Il y a des écrivains célèbres, etc., ou autres, qui ont été consuls ou ambassadeurs de France à l'étranger, sans forcément sortir, comme on dit, un petit peu du sérail du Quai d'Orsay. Voilà, tout simplement. Donc Michel Martineau. Michel Martineau donc écrit des livres. Il est consul honoraire, mais il n'est pas seulement consul honoraire, il est également conservateur de ce qu'on appelle, conservateur comme un conservateur de musée ou d'une bibliothèque. Je parlais la semaine dernière de la bibliothèque de Versailles, à propos de Vincent Hégel, très bien. Il est également conservateur. Et pourquoi il est conservateur à Sainte-Hélène? C'est parce qu'il est conservateur des domaines français de Sainte-Hélène. Car il faut savoir qu'à Sainte-Hélène, la France a acheté, ça représente une dizaine d'hectares, je crois, ça c'est facile à trouver aussi sur Internet, même sans forcément avoir lu des livres. La France a acheté certains terrains qui sont devenus français. La France a acheté ce qu'on appelle le domaine de Longwood, c'était une sorte de grosse ferme, c'était pitoyable, là où a vécu Napoléon. La France a acheté également ce qu'on appelait dans le temps la vallée du Géranium. La vallée du Géranium, comme son nom l'indique, il y avait sans doute des géraniums, et ce qu'on appelle maintenant la vallée du Tombeau, c'est-à-dire c'est l'endroit où Napoléon a été enterré à Sainte-Hélène. Comme vous savez, quand Napoléon est mort en 1821, il a été enterré sur l'île. Lui, son souhait était de revenir en Europe, en France si possible. Ça n'a pas été possible, les Anglais ont refusé, et Napoléon avait dit, puisque c'est comme ça, s'ils ne veulent pas rapatrier mon corps, parce qu'on peut comprendre que les Anglais rapatrier le corps en Europe, ça deviendrait presque un objet comment dirais-je, un objet de pèlerinage, on peut dire, pour les bonapartistes de l'époque qui espéraient bien revenir au pouvoir, évidemment, puisque le roi de Rome était là, même si le pauvre est mort très jeune, à 21 ans si je ne m'abuse, le futur Napoléon III, Louis-Napoléon Bonaparte, prince-président, pardon, il s'agitait déjà un petit peu, on sait qu'il a fait deux tentatives de coup d'État, en 1833, je ne sais plus, en 1840, qui ont échoué, puisqu'il s'est retrouvé en prison dont il s'échappe, et après il devient président de la République, et ensuite empereur. C'est vraiment un destin, et lui aussi un personnage de roman, il est tout seul, Napoléon III, voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et donc Napoléon a dit, moi dans ces conditions, si c'est pas possible, mes dernières volontés sont que mon corps que je sois enterré là, dans cette vallée qu'on appelait vallée du Géranium, parce que c'était un endroit que Napoléon appréciait particulièrement quand il pouvait, parce qu'à la fin il pouvait plus monter à cheval et naturellement il faisait plus rien, mais quand il pouvait, il allait volontiers s'y promener, s'y reposer. Ça faisait partie, je dirais, de le secteur délimité où il avait le droit d'aller. C'est très bien. C'est très bien qu'il n'avait pas le droit d'aller se promener, évidemment, partout sur l'île, puisque l'île était truffée, comme on sait, l'île était truffée de militaires anglais notamment. Il y avait un régiment, il y a eu jusqu'à 1500 soldats. C'est énorme pour garder une personne. C'est quelque chose d'un peu dantesque, il faut bien le dire. C'est comme ça. Donc il a été enterré dans la
vallée du Géranium. Et il y avait une source d'eau d'ailleurs, il y avait une source d'eau. Et Napoléon appréciait particulièrement cette eau fraîche. Il s'en faisait servir régulièrement à table et tout. Et c'est pour ça qu'il a émis le souhait d'être enterré là. Donc la France, ça se passe sous le Second Empire. Napoléon III donc est au pouvoir. Les relations entre la France et l'Angleterre se passent bien. À cette époque en Angleterre c'est la reine Victoria. Donc entre la reine Victoria et Napoléon III ça se passait bien. On sait même que la reine Victoria viendra en France, séjour en France, elle se rendra aux Invalides, où se trouve c'est quand même pour les Anglais qui ont été en guerre tout le temps comme nous, qui avaient juré bientôt la mort de Napoléon, la reine Victoria, comment dirais-je, par une sorte de geste d'apaisement, de paix, se rendra aux Invalides, où se trouve la dépouille, donc, comme on sait, où se trouve, dans l'église Saint-Louis des Invalides, où se trouve, pour ceux qui ont visité, ou ceux qui visiteront, le tombeau de l'empereur. Voilà. Il est allé en compagnie de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie. Voilà. Et d'ailleurs, à cette occasion, comment dire, la reine Victoria n'était pas toute seule, puisqu'elle était accompagnée de son fils qui était gamin. Et elle a fait, pour la petite histoire, elle a fait s'agenouiller, c'est quand même assez, c'est assez étonnant pour un Anglais, elle a fait s'agenouiller son fils devant le tombeau de Napoléon. Quand même quelque chose, le gamin, ouais, bah voilà. Le gamin, c'est le futur roi d'Angleterre, Édouard VII. Donc c'est quand même pas n'importe qui. Bon, Édouard VII qui était francophile, et qui est connu pour autre chose, mais on va pas parler de ça. Il est connu un petit peu pour ses, comment dirais-je, pour ses frasques, hein, puisqu'il venait par la suite, quand il sera roi d'Angleterre, évidemment, quand il sera majeur, il venait s'encanailler. Oh, mon écran est noir, je ne sais pas pourquoi. J'espère que c'est devenu un petit peu noir. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, j'espère que je vois qu'il y a toujours 3 personnes qui suivent en direct, donc j'espère que 42 minutes, ça va peut-être pas tarder à couper. Bon, il venait oui, il n'y a plus de connexion, ça y est, c'est encore mort. Ça va pas tarder, c'est déjà étonnant que ça ait, ça ait fonctionné. Mon Dieu. Et là, je sens que. Ah, ça y est. Mais bon, voilà, bah oui, voilà. C'est terrible, hein, mais je ne sais pas si vous me voyez, ça va peut-être revenir. Je ne sais pas. Je n'ai plus, si vous me voyez, mais moi je n'ai pas de, enfin j'ai pratiquement un écran noir et ce n'est pas du tout synchronisé. Je parle, mais ma voix n'est pas synchronisée avec l'écran. C'est bon, c'est comme ça. Je pense qu'à un moment donné, la connexion n'est pas bonne du tout. Donc, bah, on va arrêter là-dessus. Hein. Je ne vais pas parler d'Edouard VII. Enfin, Edouard VII venait s'encanailler à Paris. Il allait voir les petites femmes de Paris. Et c'est connu, hein, d'ailleurs. Il y a ce qu'on appelle, je crois, la baignoire ou la bascule, je ne sais plus, à Édouard VII, où, où on pouvait se positionner, on va dire, à 2 personnes, si vous voyez ce que je veux dire. Édouard VII. Ouais. Donc Édouard VII s'agenouille très bien. À cette occasion, Napoléon III, lui, il en profite, il pousse ses pions, si j'ose dire, et la transaction se fait. La France achète à l'Angleterre, c'est coupé. Je ne sais pas. Bon, je pense que c'est coupé, à moins que quelqu'un puisse me dire, je ne sais pas. Voilà, donc c'est toujours ennuyeux, mais en même temps nous en sommes à presque 45 minutes, hein, donc je vais, si vous si vous m'entendez, je ne sais pas, je vais vous souhaiter une bonne soirée tout simplement, parce que moi je ne vois plus rien du tout.
Alors Agathe, qu'est-ce que tu fais?